Chers élèves de la deuxième année du baccalauréat, bonjour. Ravi de vous rejoindre encore une fois pour continuer ensemble l'étude du premier module consacré au conte philosophique intitulé « Candide ou l'optimisme » de Voltaire. Cette séance portera sur une activité de lecture dont l'objectif consiste à appréhender la fonction de l'utopie et du merveilleux dans le conte philosophique. Le chapitre 18 de Candide nous servira de support. Bien sûr, nous allons nous contenter du passage allant de Candide et Cacambo montent en carrosse jusqu'à reprendre Mademoiselle Cunégonde. Avant d'aborder le texte, j'aimerais bien que vous répondiez à la question suivante. Qu'est-ce que l'utopie ? Vous avez peut-être déjà découvert l'utopie ou la République de Platon, c'est à peu près la République de Platon, avec vos professeurs de philosophie. La réponse est simple. L'utopie, c'est un lieu imaginaire, un lieu mythique, légendaire. C'est un lieu qui n'existe pas en réalité. Il a été inventé par Thomas More en 1516 pour décrire une cité idéale et pour mieux critiquer le monde tel qu'il est. C'est un récit allégorique, symbolique, un genre de l'argumentation indirecte, l'argumentation implicite qui mise sur le narrateur ou l'auteur mise sur l'intelligence du lecteur qui est invité à interpréter la dimension symbolique et la visée argumentative qui est toujours implicite dans l'extrait. Nous allons découvrir ensemble quelle est la relation de l'utopie avec le texte. Je vous lis le texte support. Candide et Cacambo montent en carrosse, les 6 moutons volés, et en moins de 4 heures, on arriva au palais du roi, situé à un bout de la capitale. Le portail était de 220 pieds de haut et de 100 de large. Il est impossible d'exprimer quelle en était la matière. On voit assez quelle supériorité prodigieuse elle devait avoir sur ces cailloux et sur ce sable que nous nommons or et pierreries. 20 belles filles de la garde reçurent Candide et Cacambo à la descente du carrosse, les conduisirent au bain, les vêtirent de robes. La suite, robe d'un tissu de duvet de colibri, après quoi les grands officiers et les grandes officières de la couronne les menèrent à l'appartement de Sa Majesté. Au milieu de 2 files chacune de 1000 musiciens, selon l'usage ordinaire. Quand ils approchèrent de la salle du trône, Cacambo demanda à un grand officier comment il fallait s'y prendre pour saluer Sa Majesté. Si on se jetait à genoux ou ventre à terre, si on mettait les mains sur la tête ou sur le derrière, si on léchait la poussière de la salle, en un mot, quelle était la cérémonie? L'usage, dit le grand officier, est d'embrasser le roi et de le baiser des 2 côtés. Candide et Cacambo sautèrent au cou de Sa Majesté, qui les reçut avec toute la grâce imaginable et qui les pria poliment à souper. En attendant, on leur fit voir la ville, les édifices publics élevés jusqu'aux nœuds, les marchés ornés de 1000 colonnes, les fontaines d'eau pure, les fontaines d'eau rose, celles de liqueur de canne de sucre qui coulaient continuellement dans de grandes places, pavées d'une espèce de pierrerie qui répandait une odeur semblable à celle du girofle et de la cannelle. Candide demanda à voir la cour de justice, le Parlement. On lui dit qu'il n'y en avait point et qu'on ne plaidait jamais. Il s'informa s'il y avait des prisons et on lui dit que non. Ce qui le surprit davantage et qui fit le plus de plaisir, ce fut le palais des sciences, dans lequel il vit une galerie de 2000 pas, toute pleine d'instruments de mathématiques et de physique. Quoique traduits, il paraissait toujours des bons mots.
De tout ce qui étonnait Candide, ce n'était pas ce qui l'étonna le moins. La suite du texte. Ils passèrent un mois dans cet hospice. Candide ne cessait de dire à Cacambo: « Il est vrai, mon ami, encore une fois, que le château où je suis né ne vaut pas le pays où nous sommes. Mais enfin, mademoiselle Cunégonde n'y est pas, et vous avez sans doute quelques maîtresses en Europe. » Alors, nous allons situer le passage, nous allons nous rappeler les événements précédents qui ont déclenché cet extrait. Donc, comme vous le savez, Candide a été expulsé du château. Il a quitté l'Allemagne, il est passé par la Hollande, Lisbonne, avant de traverser l'Amérique du Sud et débarquer à l'Eldorado. Donc, chassé du château, c'est l'événement, ou bien c'est l'événement précédent qui va déclencher tous les événements. Candide a rencontré, Candide a essuyé plusieurs obstacles. Chassé du château, Candide a vécu plusieurs mésaventures dans des contrées différentes. Ainsi, il s'est retrouvé par hasard en Eldorado. Donc Candide est avec Cacambo, bien sûr, en compagnie de Cacambo. Il est en Eldorado, pays où l'or et l'émeraude se ramassent à la pelle et dont les valeurs et les coutumes sont extraordinaires. Au cours de l'analyse de cet extrait, nous allons confirmer ou infirmer les hypothèses suivantes. L'Eldorado est un pays merveilleux. Les caractéristiques utopiques de l'Eldorado, donc nous allons voir est-ce que c'est vrai, l'Eldorado est un pays utopique, quelle est la relation entre l'utopie et l'Eldorado. La visée argumentative, puisque nous avons déjà vu que l'utopie a une visée argumentative, c'est la critique implicite. Donc nous allons vérifier ces hypothèses. Passons maintenant à l'identification du texte. Il s'agit d'un texte narratif descriptif, entrecoupé de passages dialogués. Il est narratif parce que, quand vous remarquez, il y a une dominance des temps de récit, le passé simple et l'imparfait. Nous avons des connecteurs temporels, une certaine chronologie des événements. Nous avons aussi les procédés de description qui jalonnent l'extrait, les localisateurs, les figures de style, les adjectifs, etc. L'imparfait aussi pour la description. Nous avons aussi le temps du discours, le présent de l'énonciation dans les discours, dans le dialogue. La tonalité dominante est bel et bien merveilleuse. La focalisation est zéro. Nous avons un narrateur omniscient, un narrateur qui connaît tout. Analysons maintenant la situation d'énonciation qui parle à qui. Les personnages en présence, ce sont Candide, Cacambo, le roi. Ils sont en Eldorado, pays de merveilles. Les événements se déroulent au cours de la journée. Les personnages échangent au sujet du mode de vie de l'Eldorado. Candide et Cacambo sont en train de découvrir l'Eldorado. Le but, bien sûr, de cet extrait est d'argumenter et critiquer. Donc, nous avons ici une visée argumentative. Passons maintenant aux axes de lecture. Après avoir lu le texte et délimité ses mouvements, et bien sûr en se basant sur le repère textuel, que ce soit linguistique ou thématique, nous pouvons opter pour la piste d'analyse suivante. Nous avons d'abord, nous mettrons l'accent sur l'aspect utopique de l'Eldorado. Nous avons vérifié la part du fabuleux ou du merveilleux, la trace de la société idéale. Nous allons relever ensemble les procédés du merveilleux, du registre merveilleux, et nous allons essayer d'interpréter ensemble
la critique implicite ou l'argumentation voltairienne. Commençons d'abord l'analyse du premier grand axe, l'aspect utopique de l'Eldorado. Le premier sous-axe, un univers fabuleux. Donc, le merveilleux saute aux yeux dès les premières lignes. L'Eldorado a été décrit comme un univers fabuleux, imaginaire, merveilleux. Le confort et commodité. Nous avons un univers où il y a une facilité de circulation. Les moyens de transport sont aussi fabuleux. Nous avons les 6 moutons qui volaient. Et, je cite le texte, « Et en moins de 4 heures, on arriva au palais situé à un bout de la capitale. » L'abondance, la richesse, le luxe aussi émanent de l'extrait, or et pierreries qui prouvent l'aisance et la richesse, beaucoup de musiciens, beaucoup de domestiques, donc c'est différent du château où il y avait peu de domestiques. Ici, nous avons beaucoup de domestiques. Pour chaque tâche, nous avons des domestiques. Richesse aussi au niveau de l'aspect vestimentaire, des costumes en tissu de duvet du colibri, la qualité du tissu. Le tissu est fabriqué de plumes d'oiseaux, l'urbanisme et l'immensité. Donc nous avons des édifices trop élevés, des galeries, des marchés, beaucoup de fontaines. C'est un monde organisé, propre et odorifiant. Nous avons ici déjà le terme orné qui indique l'organisation, odeur. Il y a une odeur agréable qui se dégage de cet univers. Continuons ensemble l'analyse et le passons maintenant au deuxième sous-axe, une société idéale. Donc, nous allons relever à partir de l'extrait les indices de l'idéalisme. La visite guidée de la ville a permis à Kakambo et à Candide de découvrir les valeurs d'une cité idéale sur tous les plans. L'hospitalité et la convivialité du peuple à travers les expressions suivantes, reçurent, conduisirent, les vêtir, poliment, c'est ce qui indique l'hospitalité, l'accueil chaleureux qui a été réservé à Candide et à Kakambo, l'égalité, il y a une égalité qui saute aux yeux, absence d'hiérarchie sociale, aussi il y a une égalité hommes et femmes, l'invitation du roi au souper est un signe d'égalité, les étrangers, Candide et Kakambo, dînent ensemble avec le roi. Nous avons aussi l'emploi de la féminisation de certains métiers officiels qui indiquent l'égalité homme-femme. Simplicité et absence de protocole. Voilà, quand Candide et Kakambo se demandaient sur le protocole pour accueillir le roi, la réponse était que l'usage est d'embrasser le roi. Paix et sérénité, c'est une société où règne la paix et la sérénité. Il n'y a ni cour de justice, ni parlement, ni prison. C'est un monde sans crime et sans délinquance, un monde propre et pur. L'essor de la science, présence du palais des sciences, galeries toutes pleines d'instruments, de mathématiques et de physique. Passons par la suite aux procédés du registre merveilleux. Donc, les procédés jalonnent du merveilleux, bien sûr, jalonnent l'extrait. Nous avons l'intrusion de l'étrange et de la fiction. L'Eldorado est un monde imaginaire, mythique, c'est un monde qui n'existe pas. C'est un monde légendaire, donc c'est l'utopie dont on a parlé tout à l'heure. L'intrusion d'éléments irréels, nous avons le carrosse à moutons et les moutons qui volent. Et bien sûr, ce sont des éléments qui n'étonnent pas le lecteur.
l'immensité à travers l'abus de superlatifs, toute pleine, meilleure, etc. L'abus des hyperboles, nous avons élevé jusqu'au nu, 220 pieds, 20 belles filles, 1000 musiciens. C'est l'exagération, bien sûr. L'accumulation pour exagérer et pour faire surgir le merveilleux. Les marchés ornés, les fontaines d'eau pure, les fontaines d'eau rose, celles de liqueur. Comparaison, odeur semblable à celle du girofle. Le champ lexical de l'émerveillement. Impossible, jamais on n'est plus surpris, étonné, étonnant. Nous déduisons ici que Voltaire use du merveilleux pour peindre et construire une cité imaginaire et parfaite, l'utopie, pour construire l'utopie. Un monde idyllique où la grandeur des mœurs avoisine le luxe et la prospérité. Nous passerons maintenant à l'interprétation de la critique implicite ou l'argumentation voltairienne. Donc, il y avait ici l'intervention de Candide qui souligne le contraste et fait surgir les failles de la société du XVIIIe siècle. Donc, il y avait une analogie entre le monde de Candide, qui renvoie à l'Europe du XVIIIe siècle, et l'Eldorado, l'utopie ou le pays de merveilles. Il est vrai que le château où je suis né ne vaut pas le pays où nous sommes. L'étonnement aussi de Candide et Cacambo face à l'idéalisme de l'Eldorado renforce la dérision et permet de dénoncer les travers de l'Europe de l'époque. Donc, Voltaire use de la critique implicite pour dénoncer les maux, dénoncer les failles de la société européenne du XVIIIe siècle. Donc, ce sont les idées des Lumières. Nous avons ici la répugnance de la monarchie absolue, l'injustice et l'hiérarchie sociale, l'obscurantisme établi par l'Église, la saleté des villes, caractère misogyne de la société. Il n'y avait aucune égalité entre hommes et femmes à l'époque. Donc, voilà l'argumentation implicite qui a été véhiculée à travers l'Eldorado ou l'utopie. Maintenant, et après l'analyse des deux grands axes, nous pouvons déduire que Voltaire s'est servi de l'utopie afin d'éblouir le lecteur et le transporter dans le monde du rêve et de l'idéal, à travers bien sûr l'Eldorado d'une part, et de le pousser à interpréter sa visée argumentative de l'autre part. Donc l'intrusion de l'utopie et de l'Eldorado n'était pas fortuite, n'était pas gratuite. C'est pour véhiculer une critique, une visée argumentative. Le recours à la dérision est le procédé qui a permis à Voltaire de remettre en question la société de l'Ancien Régime et des préjugés européens. Chers élèves, la séance touche à sa fin.